Bonjour, j'ai donné un rendez-vous aux chasseurs de migrateurs français à Bruxelles. Nous y sommes. Je viens ici pour comprendre comment font les Anglais, les Espagnols, les Maltais, les Finlandais pour continuer leur passion, continuer à pratiquer la chasse au-delà du 31 janvier. Première bonne nouvelle. De mon contact avec la Commission européenne, je viens d'avoir la confirmation que certains pays d'Europe, via des dérogations, organisent la régulation d'oiseaux migrateurs par la pratique de la chasse. Fort de cette information, j'ai donc voulu savoir comment s'organiser les dérogations et comment procéder les États membres pour les mettre en place. Une autre adresse importante à Bruxelles, la FAS, la Fédération européenne des chasseurs. Cette fédération gère les intérêts et défend les intérêts de 7 millions de chasseurs européens. Il m'a semblé important d'aller les rencontrer, notamment pour avoir des informations sur la pratique des dérogations en Europe. Déjà, franchement, je vous remercie de la qualité de l'accueil. C'est toujours un plaisir de voir qu'un chasseur européen peut rencontrer une personne de la FAS, qui est la Fédération européenne de défense des chasseurs, des intérêts des chasseurs. Vous représentez, je crois, 7 millions de chasseurs au travers des États membres. C'est ça. Et mon souhait est de faire comprendre aujourd'hui aux chasseurs de migrateurs français pourquoi on est dans une situation de restriction des périodes de chasse et au-delà de ça, les dérogations sont-elles utilisées? Travaille-t-on sur les dérogations pour permettre justement une continuité d'une pratique aussi importante dans notre pays que la chasse des oiseaux migrateurs? Et donc c'est autour des dérogations et de ce qui se passe dans les différents pays européens que j'étais intéressé de vous rencontrer de manière à comprendre comment font dans d'autres régions des États membres les organisations de chasse pour pouvoir, je dirais, continuer une pratique au-delà du 31 janvier de chaque année. D'accord, c'est une question assez vaste, mais je suis content de vous recevoir à Bruxelles. Étant français, c'est toujours un plaisir de recevoir des amis chasseurs et des membres indirectement, hein, puisque les chasseurs français naturellement payent leur cotisation à la FNC, qui elle-même paye sa cotisation pour la FAS. Donc, merci d'être venu. Sur cette question des dérogations, on n'est pas sur un sujet, comme vous l'avez présenté, simple. Mais pour revenir au fondement en fait, de la directive oiseaux, quand on avait discuté en bas, effectivement, on est ici sur l'idée que dans les années 70, il y avait un besoin du fait du nombre décroissant d'oiseaux, notamment d'oiseaux migrateurs, d'avoir une protection, ou en tout cas une conservation de certaines espèces, et notamment des espèces migratrices. Mais ici, ce qui avait été voulu naturellement dans les années 70, c'était de marquer un coup d'arrêt à cette décroissance du nombre d'oiseaux. Mais la directive avait été pensée pour permettre à certains États, aux États membres, au gouvernement, de prendre des dérogations au titre notamment de l'article 9, qui vient ici vous donner toute une série de dérogations. Et vous avez des dérogations qui sont plutôt, on va dire, qui font sens, qui ne posent pas de problème, comme notamment sur les dommages causés à l'agriculture. Vous en avez en ce qui concerne de la santé animale, si jamais vous avez une épidémie au sein de grippe aviaire par exemple, une dérogation peut être prise pour éviter une contamination d'autres populations. Mais je pense que là où vous voulez en venir, c'est plutôt sur la dérogation qui pose problème en termes d'interprétation, c'est ce qu'on appelle l'article 9, paragraphe 1, petit c. Qui est ici vient donc parler de cette utilisation judicieuse d'un petit nombre d'oiseaux s'il n'y a pas d'alternative satisfaisante. Et rien que
charabia juridique, étant juriste, je peux même vous dire que c'est même compliqué à reprendre, a un problème d'interprétation. Pourquoi? Parce que cette dérogation, naturellement, il faut savoir à quoi on déroge. Et c'est là, en fait, tout le sens de cette dérogation. À quoi déroge-t-on? Est-ce qu'on déroge à l'ensemble de la directive? Est-ce qu'on déroge à l'ensemble des espèces? Et pourquoi? Et ici, il faut revenir, en fait, à cet article 2 de la directive oiseaux. Vous avez une similarité avec la directive 2 sur la directive Habitat, l'article 2, excusez-moi, de la directive Habitat. Et sur cet article 2, vous avez en fait ce qu'on appelle les exigences, avec une exigence de conservation en fait, des espèces et la prise en compte de différentes exigences, notamment récréationnelles. Et là, on va partir, je suppose que, étant chasseur français, vous connaissez Charles Lagier, le grand maître de la chasse, qui donc, je suppose que votre question sur la dérogation, notamment la dérogation liée aux oies, forcément va être liée à Charles Lagier, puisque Charles Lagier est un grand défenseur donc, des dérogations en France pour l'oie, notamment la loi Sandré. Mais ici, le problème, c'est qu'on arrive à un problème déjà de jurisprudence. Un problème de jurisprudence au niveau de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que dans cet article 2, la première exigence à prendre en compte, c'est la conservation. C'est avoir un niveau de conservation satisfaisant, ou en tout cas favorable. Et naturellement ici, ça va être, selon la jurisprudence, la première préoccupation. Et la dérogation de savoir, c'est que donc, est-ce qu'on peut déroger ou pas à cette exigence? La Cour vient ici dire, non, pas vraiment. On peut déroger sur d'autres, on peut déroger sur les espèces à chasser, on peut déroger sur des périodes de chasse, pendant l'année. Je peux prendre le cas de Malte, par exemple, qui est une chasse de printemps, pour la tourterelle, mais on ne peut pas déroger à cette, on va dire, exigence de conservation. Donc déjà, ça c'est important de savoir, c'est que du fait de la jurisprudence européenne, on a sacralisé cette exigence de conservation de l'espèce. Si vous avez une espèce qui est mal au point, ça sera très difficile de pouvoir y déroger. Et donc ça, c'est le premier problème de dérogation en tant que tel, c'est que vous avez eu pendant 30 ans des États membres qui ont cru qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi, qui ont cru que la Cour de justice n'était qu'une chambre d'enregistrement, et donc se sont trompés. Pendant 30 ans, on a une jurisprudence qui a été basée sur, en fait, des États membres, et aussi peut-être des associations de chasse, des fédérations, qui n'étaient pas prêtes, on va dire, à ce revers juridique. Et ce qui s'est passé, le problème d'une jurisprudence, c'est que c'est très difficile à changer avec le temps. Donc on tombe sur un mauvais point de départ, qui est qu'on a une jurisprudence qui est mauvaise. Ça, quand on entend parfois certains politiques français dire que c'est la faute de l'Union européenne, je vais relativiser naturellement plus tard, mais il y a quand même ce problème de jurisprudence. Ça, c'est un premier problème. Jurisprudence européenne. Européenne. Deuxième gros problème de la dérogation, et là, je vais plus me centrer sur la France notamment, en faisant une comparaison avec d'autres pays. En France, vous avez un problème, et vous l'avez mentionné plus tôt, c'est que les politiques, les politiciens, les gouvernements vont raconter aux chasseurs qu'ils ne peuvent rien faire, ils ont les mains liées, c'est la faute de Bruxelles, on a cette directive oiseaux qui est absolument impossible à changer et à utiliser. C'est faux. Pourquoi? La directive a déjà été changée à plusieurs reprises. Alors, non, c'est-à-dire, ça il faut faire attention, sur les annexes, oui. La directive, le corps de la directive en tant que tel n'a été changé qu'une fois pour modifier sa base juridique. Mais en tant que tel, le cadre juridique n'a pas été changé, la directive oiseaux. Ici, c'est quelque chose ça a été changé à plusieurs reprises, notamment pour mettre à jour les annexes, et notamment sur les élargissements. Mais la directive, si on prend même le texte de 79, donc maintenant la directive a été remodelée en 2009, mais le texte de 79 est clair, on a de la flexibilité qui est possible. Et vous l'avez mentionné, puisque c'est votre question, puisqu'on a des dérogations. Si on n'avait pas de dérogation, dans ce cas-là, effectivement, on aurait un texte très strict. Et avec les dérogations, qui sont reconnues, notamment cet article 9, paragraphe 1c, on vient de dire que les États membres peuvent prendre des dérogations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État membre, le gouvernement, a le droit, en respectant certaines conditions, de prendre une dérogation. Donc la prise de dérogation en tant que telle, la décision de prendre une dérogation, n'a rien à voir avec Bruxelles.
vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une dérogation avec une espèce très mal au point, une espèce migratrice. Après, vous allez vous faire retoquer par Bruxelles. Mais la prise de décision en tant que telle, la prise de risque, c'est au gouvernement de le faire. Et ici, on a une différence dans l'approche, c'est que vous avez certains pays qui, eux, ils tentent, ils osent. Ils n'ont pas peur. Soit ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'ils ont les données scientifiques de leur côté, ou qu'ils savent qu'ils sont dans le bon droit. Et on peut prendre les exemples de pays nordiques, sur la chasse du loup, par exemple, qui est quelque chose, naturellement, un sujet très sensible. Ici, donc la Suède, qui est en cours de procédure d'infraction devant la Commission européenne, qui est prête à aller dans la Cour de justice, il ne le fait pas. La Suède, elle nous dit clairement, nous irons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous avons les données scientifiques qui nous disent que les populations vont bien et que nous allons prendre une dérogation. Même chose pour Malte. Malte prend le courage, pour une chasse de printemps, à prendre une dérogation. Et la Cour de justice lui dit, oui, vous avez le droit de prendre une dérogation. Naturellement, le problème à Malte, c'est qu'il y a eu un problème, on va dire, de monitoring, de vérification, de proportionnalité. Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'oiseaux? Est-ce qu'on pouvait vraiment vérifier ce qui se passait? Les chasseurs maltais et le gouvernement maltais ont modifié leur législation. L'affaire est finie. Et les chasseurs maltais chassent au printemps, total, sans problème. Et donc ici, il y a cette prise de risque que les politiques et les gouvernements en France ne veulent pas prendre, n'ont pas pris pendant plusieurs années, pour différentes raisons. Pression d'associations environnementales, maintenant pression d'associations sur le bien-être animal, maintenant on a tout ce qu'il faut. Mais ici, on a le deuxième élément après la jurisprudence européenne, c'est le problème de la prise de risque. Donc l'État français ne prend pas le risque de vouloir, je dirais, fâcher d'autres entités que les chasseurs. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Alors c'est une information très importante parce que jusqu'à présent, on expliquait aux chasseurs français que les dérogations, c'était Bruxelles qui les donnait. Or, effectivement, quand on lit les textes, et je suis content que vous le confirmiez, c'est bien de la responsabilité des États, parfois décentralisés sur les provinces ou les régions, qui mettent en place ou qui ne mettent pas en place ces dérogations. Bien sûr, c'est un choix. A priori, en France, la dérogation que j'ai trouvée par rapport à la directive oiseaux, c'est sur le cormoran, espèce protégée, tout à fait. donc qui avait quand même un verrou juridique nettement plus important que sur des espèces chassables en bon état de conservation. Pourtant, là, la dérogation existe et elle n'est pas contestée par Bruxelles. Non. Ça démontre bien que lorsque il y a une volonté politique, il y a un travail de fond et une analyse juridique, la dérogation a toutes les chances de subsister et de pouvoir être reconnue parce que, me semble-t-il, le besoin d'un État membre qui met en place une dérogation, c'est simplement de venir le motiver à Bruxelles. Bien sûr, tout à fait. Ici, je rejoins tout à fait à vos remarques. Le cormoran est complètement, décrit très bien cette situation, puisque pendant plusieurs années, la FAS notamment a été l'entité qui a poussé au niveau européen à faire changer aussi l'état d'esprit de la Commission européenne. On ne va pas quand même se cacher, le problème du gouvernement français existe aussi à Bruxelles. Ils ont les mêmes pressions, organisation environnementale, organisation sur le bien-être animal, naturellement. Mais ici, c'est exactement vous touchez le fond du sujet. Vous avez une espèce protégée qui, depuis donc, les années 70, quand la directive oiseaux avait été adoptée, le cormoran, les populations de cormorans étaient au plus bas. Donc ici, l'entité, on va dire le cadre juridique, était parfait. C'était une espèce qui était en train de réduire petit à petit. Et naturellement, puisque vous avez un cadre juridique protecteur, l'espèce, s'est remise avec des populations à un état de conservation très satisfaisant pour le cormoran. Et là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que le cormoran, il crée des dommages. Et c'est là aussi la différence, on va dire, avec peut-être certaines espèces, pourquoi ça a été plus facile à faire sauter le verrou, c'est que le cormoran crée des dommages, notamment sur les zones côtières, notamment sur les stocks de poissons. Donc ici, on arrive sur un outil de dérogation, mais dérogation quand même. Voilà. Et donc, comme pour revenir à ce que j'expliquais précédemment, vous ne pouvez pas remettre en cause l'exigence de conservation. Ici, vous le mentionnez, le cormoran se porte très bien, mais vous pouvez déroger à son statut de protection.
Et ici, vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'il y a différents intérêts à prendre en compte. L'intérêt des agriculteurs, ou alors des pisciculteurs, effectivement, et naturellement des chasseurs, puisque vous avez cette exigence récréationnelle. Et de la biodiversité. La dérogation est possible. La dérogation est possible, et tout ce qu'elle attend, c'est une prise de courage du ministère compétent. Actuellement en France, vous avez également un Conseil d'État très restrictif, et le gouvernement s'amuse quand même à se cacher derrière le Conseil d'État. Mais s'il y avait possibilité, un signal fort de la Commission européenne, et surtout un soutien fort, une demande forte du ministère de l'écologie en France, vous pourriez avoir une dérogation, tout à fait. Ici, on arrive sur, certes, une jurisprudence difficile, nationale et européenne, mais il faut une prise de courage politique. Et ça, c'est le message à envoyer, c'est que vous ne pouvez pas demander à des gens de travailler tout au long de l'année, de sacrifier des week-ends pour s'occuper de biotopes et autres, et de leur interdire de pratiquer une passion, alors même que l'espèce se porte bien, et pire encore, crée des dommages. Donc ici, le message, c'est au gouvernement français de prendre son courage à deux mains. Voilà. Les chasseurs dans leur ensemble s'investissent dans la conservation des biotopes, dans la biodiversité, font des efforts depuis plus de 30 ans et adhèrent à la préservation de l'environnement. Et en final, ils n'obtiennent que des restrictions. Tout à fait. Ici, ça ne semble pas légitime. À ce moment-là, vous dites effectivement, c'est le combat de la face. C'est le combat de la face de réussir à faire le marché le donnant-donnant. Que les chasseurs ont payé le prix fort pour plusieurs raisons, qu'on est passé d'une période où il fallait protéger certaines espèces, il faut le dire, il fallait les protéger, mais qu'ici, qu'on ne peut pas demander à des gens qui investissent, je sais que les chiffres sont sortis, des millions d'euros chaque année pour la préservation des biotopes et de la biodiversité, et dans le même temps, leur interdire de prélever 1 à 2 oies, 3, 5, sur des populations qui se portent parfaitement bien. Voilà, ça, c'est le combat de la face, c'est de permettre aux chasseurs d'avoir ce donnant-donnant. Vivre sa passion, c'est aussi la défendre. En conclusion, vous l'avez compris, je veux défendre le principe des dérogations. Comme vous, je veux chasser en février. Mais je veux aussi faire du département du Nord, où énormément de chasseurs pratiquent la chasse des migrateurs, le fer de lance de la reconquête de la chasse en février. Je veux que notre fédération s'implique et se mobilise pour permettre à la FNC de porter avec efficacité ce dossier de dérogation. Ensemble, nous serons plus forts et la chasse aura un avenir.